Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles? Allô, y'a personne au bout du fil? J'écoute. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Ça va aller bien. Ça va aller très bien même. Bonjour à toutes et à tous, salut, c'est Pop News, épisode 2, l'émission qui récape l'actualité de la pop culture de la dernière quinzaine. Je suis en compagnie d'Adrien. Salut Adrien. Salut à tous et merci de nous écouter pour la deuxième fois pour Pop News, donc sur YouTube et aussi en podcast sur Pop Tier. Je m'excuse d'avance pour la voix un peu nasillarde, je suis enrhumé depuis une semaine, ça ne veut pas partir, mais j'espère que ça va pas trop vous déranger. En vrai, ça passe, tranquille. Bon, on parle de plein de choses cette semaine, puisque comme d'habitude, on va faire un récap des brèves. Bon, c'est des news qu'on voulait mentionner et qu'on va juste traiter très rapido. Ensuite, on va avoir des news un petit peu plus importantes, comme d'habitude, le coin casting, le coin jeux vidéo, pas de coin rumeur cette semaine, puisqu'il y a des rumeurs certes, mais pas de très très grande importance. On a des news un petit peu plus consistantes. Tu vas nous faire ton point box-office, comme d'habitude. Ensuite, on attaquera les gros sujets de la quinzaine, ceux qui nous parlent le plus à tous les deux. D'abord, des images et des infos sur Indiana Jones 5, qui sortira à l'été 2023. Et il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, également pour la saison 2 de Star Wars Andor, puisque la saison 1 s'est terminée cette semaine et on a déjà plein d'infos sur la saison 2 qui a déjà commencé son tournage. Donc on ne perd pas de temps chez Disney+ et chez Lucasfilm. Et enfin, on évoquera des news pas forcément hyper réjouissantes autour de Chris Hemsworth, qui a annoncé plus ou moins mettre sa carrière en pause et qui a, dans le même temps, évoqué un petit peu le futur de Thor pour le MCU. Et enfin, on terminera l'émission avec les sorties de la quinzaine jusqu'au 11 décembre et une petite reco. 2 petites recos peut-être, on verra, on improvisera. Mais commençons tout de suite par les brèves de cette quinzaine et notamment pas mal de petites images, notamment de The Marvels, donc Captain Marvel 2, mais pas que du coup dans ce deuxième film, puisqu'il y aura d'autres personnages, Adrien. Et ouais, The Marvels, donc en fait, qui se dévoile un peu plus. Pour ceux qui ne savent pas, The Marvels, donc ce sera l'un des prochains films du MCU. Et comme on le voit à l'écran, mettra en scène en fait 3 héroïnes. Donc Carol Danvers, qui était Captain Marvel dans son propre film, en 2019. Monica Rambeau, qu'on a vu dans WandaVision pour la première fois, donc la série WandaVision sur Disney+, et Kamala Khan, qui jouait donc dans sa propre série aussi, Miss Marvel, merci, Miss Marvel, qui est sortie donc cette année sur Disney+ aussi, et donc ces 3 héroïnes vont être réunies toutes les 3 dans le même film, The Marvels, et on a un premier aperçu en fait de leur style et de leur costume. Ça a été dévoilé sur Twitter, une source anonyme qui l'a dévoilé. Mais par contre, c'est des images en fait de merchandising. On voit un t-shirt sur lequel un t-shirt officiel en fait. C'est un t-shirt ou c'est un coussin? On dirait un coussin. Je sais pas trop. Voilà, je dirais plus peut-être un coussin. C'est pas idiot. Ouais. Qui achèterait un coussin The Marvels? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, quelle bonne idée. Mais pour le Noël, pourquoi pas? Ah, c'est Disney, hein. Oui, c'est vrai, ça se vend bien. En tout cas, c'est du véridique, c'est officiel. Et on voit que le costume de Monica Rambeau est un peu inédit. En fait, on l'avait jamais vu d'ailleurs, parce qu'elle en avait pas en fait, dans la série WandaVision. Plutôt intéressant. Et celui de Kamala Khan change légèrement. Elle a toujours ses bracelets au poignet qui lui permettent d'utiliser ses pouvoirs. Et le S, je trouve, est un peu différent, un peu plus stylisé que dans la série Miss Marvel. Donc voilà, petit aperçu en attendant le trailer et d'autres images officielles, quoi. Oui, donc rappelle-nous quand est-ce que c'est prévu, 2023, 2024, je me souviens. C'est 2023, en juillet 2023. Oui, donc c'est si tout va bien. Pas si longtemps que ça en fait. Non, dans 6 gros mois, ouais. Ok, très curieux en tout cas de voir ces 3 personnages se rencontrer dans cette suite de Captain Marvel qui peut-être aura des dynamiques différentes entre ces 3 personnages, puisque c'est vrai que le Captain Marvel de base était sympa sans gros plus. Peut-être qu'avec les 3 réunis, on aura quelque chose d'un petit peu plus sympa et dynamique. Ouais, ça peut être intéressant. Alors, quelque chose qui va certainement être très sympa et dynamique, c'est Across the Spider-Verse, Spider-Man, la suite de New Generation en français, Into the Spider-Verse en anglais. À chaque fois, je vais me sentir obligé de le dire. Mais bref, Across the Spider-Verse qui est du coup la première suite, puisque la suite de New Generation va se
déclinés en un diptyque, dont le premier sortira, je crois que c'est aux alentours du mois de mai 2023, et on a une première image, mais aussi des premières informations autour de ce film. On nous expliquait que précédemment, dans le premier film, on avait véritablement un grand style graphique spécifique. Dans celui-ci, dans cette suite, il y aura 6 styles graphiques différents, sachant que on nous a déjà montré avec Into the Spider-Verse qu'il savait faire de l'animation bien stylée, avec un style très défini. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans Across the Spider-Verse, qui s'annonce du coup comme étant un film qui va véritablement explorer le Spider-Verse, le multivers des Spider-Man, et donc nous proposer diverses directions artistiques par univers. Donc ça promet que du bon, très honnêtement. J'ai très hâte. Comme toi, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense que ça peut aller encore plus loin que le premier, qui était déjà voilà, au top. Donc très hâte. Et ça sort, pour rappel, en juin 2023. C'est ça. Donc aussi très proche de The Marvels. On aura 2 grosses films de super-héros. Trop cool. Et donc la première image nous montre Spider-Gwen, qui était un personnage très important du premier film, et que l'on va certainement voir dans son propre univers dans la suite. On termine avec la section images, avec une série très très attendue, c'est la série The Last of Us pour HBO, qui a dévoilé une nouvelle affiche, mais pas encore un nouveau trailer. Non, c'est une nouvelle affiche qui est, on pense que, enfin, en tout cas, de ce que je vois, ça a l'air d'être l'affiche officielle, un peu l'affiche définitive, parce que déjà la série sort dans très peu de temps, elle sort le 15 janvier 2023 sur HBO Max. En France, il n'y a pas encore de diffuseur, donc ça va être intéressant de savoir qui va le diffuser. Il y a quand même un gros coup à jouer parce que c'est une série très attendue. Et comme on le voit sur l'affiche, il y a les 2 héros de la série évidemment, donc Joel et Ellie, donc joués respectivement par Pedro Pascal et Bella Ramsey, et en fond la ville de Boston en proie, voilà, la nature a repris ses droits et les infectés se cachent dans chaque bâtiment. Affiche très classique mais qui donne envie et qui ressemble vraiment à ce qu'on a vécu dans le jeu, ce qu'on a vu dans le jeu, donc très hâte aussi de découvrir ce qu'ils en font, quoi. Avec une première tagline également qui dit « Quand vous êtes perdu dans les ténèbres, cherchez la lumière ». Voilà, donc très classique, évidemment mais très en lien aussi avec la thématique des Lucioles dans Tout à fait. The Last of Us pour les gens qui ont joué aux jeux vidéo. Exactement. Donc ça, évidemment, ça parle. Et petit rappel aussi, la série est chapeautée par Craig Mazin, qui était le showrunner de Tchernobyl, l'une des meilleures séries de ces dernières années, une mini-série en 6 épisodes, si je me trompe pas, et aussi co-écrite, pas co-réalisée, mais en tout cas co-écrite avec Neil Druckmann, qui est le créateur de The Last of Us, la franchise, le 1 et le 2. C'est ça, directeur créatif chez Naughty Dog, qui s'est notamment occupé des 2 The Last of Us. Ça, c'était pour le coin image à retenir de cette quinzaine. On va passer sur le coin casting, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont bougé du côté des divers castings. On va commencer par un film dont on vous a parlé dans notre premier épisode de Pop News, c'est A Quiet Place Day One, donc le spin-off préquel de Sans un bruit. On vous disait la dernière fois que Lupita Nyong'o, connu notamment pour Black Panther, avait rejoint le projet, et désormais c'est Joseph Quinn qui est en négociation pour un rôle principal dans ce film, dans ce spin-off, dans ce préquel, et c'est un rôle principal. Alors Joseph Quinn, peut-être que vous ne vous rappelez pas exactement qui est ce nom, mais vous l'avez bien compris dans la saison 4 de Stranger Things, c'est Eddie Munson, donc un des nouveaux personnages très charismatiques et très importants de cette saison 4, qui m'a personnellement beaucoup marqué, et donc très cool de voir qu'il réussit déjà à concrétiser l'essai finalement dans son passage dans Stranger Things, et désormais le voici dans un rôle probablement d'importance dans Sans un bruit Day One. Très cool, c'est prévu pour 2024, début mars 2024 pour info. Ouais, casting sympa. Je suis curieux aussi de voir ce qu'ils vont en faire de ce film-là. On en a parlé il y a 2 semaines. Ça prend de l'ampleur un petit peu, voilà, ça commence à prendre forme. Et Joseph Quinn aussi est un acteur qui peut être assez impressionnant, je pense, dans les années à venir. Il faut le suivre de très près. Parce que dans le rôle d'Eddie, il était assez génial. Donc, et d'ailleurs, c'est peut-être pas plus mal qu'ils ne poursuivent pas dans les séries, voilà, une petite carrière au cinéma, why not, quoi.
Ouais, carrément. Moi, je suis vraiment curieux. Alors, peut-être que c'est un spoil du coup sur Stranger Things, mais on va passer très rapidement sur l'information. Alors, le film Blade. Le film Blade, vous êtes peut-être pas au courant, mais le film Blade avait perdu récemment son réalisateur. Donc, film Blade dans le Marvel Cinematic Universe. Ça fait 3 ans qu'on attend des nouvelles de ce film, et les premières qu'on avait de Mahershala Ali en tant que Blade étaient pas forcément très positives, puisque le film avait perdu récemment son réalisateur, et désormais, on en a un nouveau qui va s'occuper du projet, Adrien. Ouais, c'est un projet qui est un peu compliqué, Blade. J'ai l'impression chez Marvel, on sent qu'ils ont envie de le produire et de le lancer. Pour rappel, Blade, c'est déjà une trilogie au début des années, fin 90, début 2000, dont un épisode 2 réalisé par Guillermo del Toro, qui est toujours un monument du cinéma. Et donc là, le réalisateur d'origine, Bassam Tariq, avait quitté le projet Blade avec Mahershala Ali, et un nouveau réalisateur a pris le projet en main, et c'est Yann Demange qui, alors peu de gens l'ont vu cette série-là, mais qui s'est occupé de Lovecraft Country, qui était une très bonne série sur HBO et diffusée en France sur OCS, un peu mystique avec des monstres, etc., et en même temps très politique. Je pense que c'est un bon choix de prendre Yann Demange comme réalisateur pour Blade, en espérant qu'il ne quitte pas lui aussi le projet en cours de route, mais c'est, je pense, la bonne personne au bon endroit. Autre news du coup qu'on voulait évoquer, c'est Antonio Banderas. Antonio Banderas qui en ce moment est en train de faire un press tour sur le chapeau T2, et qui nous dit, en fait, il s'intéresse un petit peu à son passé, puisqu'on lui a posé la question évidemment de est-ce qu'il serait intéressé pour faire une suite au Masque de Zorro. Bien sûr, comment ne pas être intéressé quand on est acteur sur ce sujet en tant qu'Antonio Banderas. Il dit que oui, bien sûr, lui, ça l'intéresserait. Et évidemment, l'autre question, c'est est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre pour reprendre le Masque de Zorro, justement. Eh ben, lui, alors il a ça, alors c'est difficile, c'est pas du tout une annonce de casting, hein, c'est juste histoire de dire que lui, il pense à Tom Holland, avec qui il a partagé l'affiche d'Uncharted. Alors c'est pas du tout une annonce, hein, mais c'est juste histoire de dire que lui, il le verrait bien, parce qu'il pense que c'est un acteur qui a le potentiel, quoi. Ouais, parce qu'il a joué avec lui dans Uncharted, donc voilà, il voit un peu plus que ce que Tom Holland pourrait donner. Pourquoi pas? Je suis pas forcément. Puis ça commence un peu à m'énerver de mon côté de voir que Tom Holland est un peu dans tous les projets du monde. Mais après, à voir, quoi. Et je profite de cette news aussi pour parler d'une autre news. Ouais. Je sais pas si tu l'avais vu passer, mais Jean Dujardin aussi va tourner une série Oui. pour France Télévisions en tant que Zorro aussi, Don Diego de la Vega. Donc apparemment Zorro a le vent en poupe, et apparemment tout le monde veut réincarner le personnage, quoi. Tom Holland, on verra. Ouais. Je suis peut-être trop jeune, je trouve, pour jouer un tel personnage, mais Ouais, je le vois pas trop. Après, il est ouais. occupé, hein. On sait que Tom Holland, c'est toujours a priori Spider-Man, et il a un biopic sur Fred Astaire qui est prévu. Ouais. Il y a une série aussi dans laquelle il va jouer, donc je sais pas du tout s'il a le temps. Je suis pas certain qu'il y ait un Uncharted 2 par contre. Parce que Le premier a pas super bien je fonctionné. crois pas que ça ait trop marché. Pas sûr, ouais. Mm. Ouais. Ça mettra un peu de temps, quoi. À voir. Autre projet qui est complètement sorti d'un peu nulle part, c'est une adaptation du jeu vidéo Streets of Rage, et qui a désormais un scénariste. Ouais, alors Streets of Rage, qui est un jeu vidéo des années 80-90, qui a connu un grand succès dans les salles d'arcade, et qui est revenu en force en 2020 avec une suite qui était assez bien trouvée et assez bien faite, qui était sortie sur un peu toutes les plateformes, dont la Switch, et là il y a une annonce de Streets of Rage par le scénariste de John Wick. Alors Streets of Rage, ça n'a pas vraiment de scénario, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment des stages, des niveaux qui s'enchaînent avec des gens qui se battent dans la rue, donc il n'y a pas plus que ça. Donc ça correspond bien plus, enfin voilà, à la thématique du scénariste de John Wick, et à voir ce qu'il en fait, quoi. Mais ça peut être intéressant de partir là-dessus. Je vais te laisser la parole avec le coin jeux vidéo. On va évoquer des jeux vidéo avec notamment Dead Island. Alors, ça va être assez rapide sur le coin jeux vidéo cette semaine, mais Dead Island 2 qui est reporté. Reporté. Alors c'est un peu l'Arlésienne, parce que Dead Island 2, il y a une bande-annonce, si je me souviens bien,
en 2015 déjà, à l'époque. Donc c'était quand même annoncé depuis très très longtemps. Et Dead Island 2 a refait parler de lui il y a quelques mois, à peu près un an, et on avait une date fixe et tout le monde se chauffait enfin pour jouer au jeu. En attendant, il y a eu Dying Light 2 qui était aussi très bon dans le même esprit. Et malheureusement, donc là, la sortie de Dead Island est reportée et on aura, si tout va bien, l'opportunité d'y jouer qu'au 28 avril 2023. C'est ça, Donc il faut attendre quand même pas mal de temps, encore 6 mois quasiment. c'est ça. Bon, c'est ce que dit Gamecult aussi, c'est intéressant comme analyse. Le mois de février est très rempli, c'était la date d'origine de sortie. Là, au moins, ça décale un petit peu plus. À voir si ça sert le jeu ou pas, quoi. Mais en tout cas, déjà, s'il sort, c'est un miracle parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Ça fait des années qu'on attend ça serait déjà Dead pas mal, Island 2. Bon, c'est toujours une bonne nouvelle quand les reports sont faits au bon moment et pas quand on sort des jeux à moitié finis. Mais donc du coup, espérons que les 3 mois de plus leur permettront de peaufiner comme ils le souhaitent leur jeu et que le jeu sortira en bon état. Espérons. Donc ça, c'est pour Dead Island 2. Il y a une autre nouvelle. Alors, tu as évoqué Gamecult. On va parler de Gamecult à nouveau. Pour des nouvelles qui sont pas du tout réjouissantes, puisque on voulait vous en parler parce que ça nous touche aussi, nous. Gamecult, il faut savoir que c'est un site de jeux vidéo qui nous renseigne depuis 22 ans et qui a été racheté... Alors, plusieurs fois qui a été racheté, mais le dernier en date c'est Reworld, qui est un petit peu un ogre des rachats médias et qui est assez connu pour des pratiques assez drastiques en termes de management. Et voilà, ça se passe très très mal depuis le rachat de Gamecult. La rédaction en quasi-intégralité a annoncé démissionner. Et un petit peu après, Reworld leur a fait savoir que c'était plus la peine de venir au boulot, alors qu'ils comptaient travailler encore 1 mois pendant leur mois de préavis. Mais voilà. Donc bon, on voulait juste vous évoquer ce sujet-là, parce qu'il va évidemment, le site va évidemment continuer avec une autre équipe. On leur souhaite d'ailleurs beaucoup de courage, puisqu'à mon avis, ça va être compliqué face avec cet actionnaire, bien sûr, mais aussi avec du coup le côté un petit peu reprendre le travail sur ce qui ressemble un petit peu au cadavre d'un ancien média. Donc ça risque d'être compliqué pour la nouvelle équipe, mais bon courage à eux, et bon courage surtout, une grosse pensée à tous ceux qui ont quitté Gamecult, parfois avec pas beaucoup d'idées vers quoi ils allaient travailler dans le futur. Voilà, donc c'est surtout une grosse pensée à ces gens-là. Ouais, complètement. Je rajouterais juste que ça fait aussi mal de voir que la presse indépendante en prend un coup, la presse jeux vidéo, là, dans ce cas de figure. Mais ça fait toujours mal, de voir que c'est indépendant, c'est soutenu, et pourtant ça reste quand même fragile. Donc il faut pas hésiter à soutenir le plus possible quand on aime, quand on est passionné, même pas que le jeu vidéo, hein. Ça peut être le cinéma, n'importe quoi, la musique, et vraiment ça fait toujours du bien d'avoir un contrepoids comme Gamecult dans le monde des médias. Voilà, c'est pas du tout la même temporalité de publication, mais voilà, si vous appréciez la presse jeux vidéo, on peut vous rediriger par exemple vers JV Le Mag ou vers Canard PC par exemple, de ce genre de presse qui sont souvent qualitatives, mais en tout cas moi que je lis régulièrement et que j'apprécie. On va revenir sur les news pop culture. Alors c'est pas très réjouissant non plus, pour être très honnête. C'est Margot Robbie. Margot Robbie, il y a 2-3 ans, qui était attachée à un projet de reboot de Pirates des Caraïbes, la licence qui cherche un petit peu un nouvel élan après les 5 films précédents, et qui aurait pu se relancer avec Margot Robbie que vous connaissez bien, hein, qui va d'ailleurs très prochainement être à la tête du film Barbie, et qui a été vu dans Birds of Prey récemment, dans le Wolf of Wall Street, des choses comme ça, et qui devait être un petit peu au centre d'un reboot de Pirates des Caraïbes, un petit peu plus autour des femmes, avec une tonalité un petit peu différente. Et visiblement, les dernières nouvelles que nous donne Margot Robbie sont pas forcément très réjouissantes, puisque a priori ça va pas se faire.
ou alors elle n'a pas le sentiment d'être très très en contact avec Disney. Et d'être suffisamment en contact avec Disney pour qu'elle croie que ça va bien se faire. Donc bon, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Moi j'étais assez curieux, je suis assez attaché à cette licence, moi j'aime bien les Pirates des Caraïbes, surtout les 2-3 premiers. Mais c'est vrai que j'aurais été curieux de revoir un petit peu de la piraterie au cinéma, parce que ça manque. Ça fait un moment qu'on n'en a pas vu. C'est vrai. Depuis Black Sails, c'est vrai que Hollywood, donc Black Sails qui est une série excellente d'ailleurs, depuis Black Sails, Hollywood n'a pas vraiment fait de pirates, et c'est un peu curieux. Donc j'aimerais bien en revoir un C'est petit peu. étonnant d'ailleurs qu'ils aient un peu lâché l'affaire comme ça. On en saura peut-être plus d'ici quelques temps, parce que là c'est un peu flou Ouais. encore. Mais sur le papier, ça avait l'air sympa. Enfin, c'est vrai que Margot Robbie en pirate, je pense que c'est vendeur et ça aurait pu très bien marcher. Donc De fou. il a dû se passer quelque chose d'un peu plus compliqué que ça. Mm. Et donc ouais, quand on en saura plus, Mm. on reviendra avec les infos. C'est ça. Mais ouais. À savoir que Jerry Bruckheimer, qui est le producteur historique de ces films-là, qui est un gros producteur hollywoodien, avait annoncé à l'époque, donc ça datait de 2020, qu'il y avait 2 projets de reboot de Pirates des Caraïbes, mais celui autour de Margot Robbie, et il y en avait un autre, mais c'est pareil, on n'a pas de nouvelles sur cet autre projet de reboot. On a des nouvelles d'un projet très intéressant et surprenant, puisque Quentin Tarantino a annoncé qu'il va bientôt réaliser une série. Et ouais, parce qu'en fait, on attend depuis très longtemps son 10e et dernier film. En tout cas, c'est ce qu'il annonce lui depuis des années, que son 10e film sera son dernier. Mais il a surpris tout le monde il y a quelques jours lors d'une soirée à New York en annonçant comme ça au détour d'une conversation qu'il avait en tête de réaliser une série en 8 épisodes. Alors, on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne sait pas de quel thème il va aborder dans cette série, mais les rumeurs laissent entendre que Timothy Olyphant serait peut-être impliqué dans le projet. Timothy Olyphant qui jouait dans Justified, la série, mais aussi dans Once Upon a Time in Hollywood. Donc à voir. Mais en tout cas, ce serait intéressant de voir Tarantino sur une série. Il a déjà réalisé des épisodes par le passé de certaines séries, je pense à Alias aussi notamment, mais curieux de voir ce qu'il peut faire en une mini-série comme ça, quoi. Sachant que, on le rappelle, mais Quentin Tarantino a déjà annoncé qu'il allait arrêter le cinéma avec son 10e film. Pour l'instant, son 10e film est encore un mystère. On ne sait pas exactement quel est son projet, mais bon, la série, ça n'entre pas dans le cadre d'un 10e projet de film, donc peut-être que c'est aussi sa manière de continuer à travailler avant de s'arrêter. Il écrit beaucoup en ce moment. Il vient de sortir un 2e livre. Il pense peut-être à une pièce de théâtre, des choses comme ça. Donc en fait, on sent qu'il explore d'autres médiums avant peut-être d'ici quelques temps revenir à son 10e film qui sera l'apogée de son œuvre. Enfin, en tout cas de sa carrière. Mais à voir. Ouais. Alors j'ai des informations chat qui tombent autour de Johnny Depp, alors autour de son potentiel retour dans la saga Pirates des Caraïbes. Il faut savoir que moi, les dernières informations que j'ai, et donc du coup qui sont officielles, datent de 2020, donc ça date de fou, mais c'est la dernière fois que Jerry Bruckheimer s'est exprimé sur le sujet, et à l'époque, du coup, le procès Depp-Heard n'avait pas encore eu lieu, et il disait que le retour de Johnny Depp n'était pas encore à l'ordre du jour. Maintenant, là, Claire, tu es en train d'évoquer des rumeurs, donc c'est difficile pour nous de trop les relayer, mais évidemment, dès que ce sera confirmé, on vous en parlera dans le podcast. Parlons d'un tournage d'intérêt qui s'est terminé il y a très très peu de temps. C'est le tournage de Furiosa, qui est le préquel de Mad Max Fury Road, qui était lui-même une suite de la trilogie Mad Max. Mad Max Furiosa, du coup, qui est centré autour du personnage de la jeune Furiosa, campée par Charlize Theron dans Mad Max Fury Road, et qui est ici campée par Anya Taylor-Joy, et elle s'est exprimée sur le tournage ainsi que Chris Hemsworth, qui sera sa co-star dans le film. Ouais, Anya Taylor-Joy qui a évoqué un tournage sale et sanglant. Bon, déjà, ça donne le là. Et elle a parlé d'un tournage apparemment dont elle est incroyablement fière, incroyablement heureuse en fait d'avoir participé. Et elle raconte que c'est le truc le plus sale, le plus sanglant que j'ai jamais fait. Ça veut vraiment dire quelque chose. Donc voilà, on sent que ça va retourner un petit peu les têtes quand Mad Max va sortir, en tout cas Furiosa plutôt, va sortir, et que George Miller, le réalisateur, on a encore sous le coude, quoi. Il va nous proposer quelque chose d'assez fou. Et pour la petite anecdote, c'est rigolo, donc elle joue Furiosa qui
conduit plein de véhicules dans le film. Et elle, l'actrice Anya Taylor-Joy, n'a pas le permis, mais a quand même été embauchée pour tourner dans le film. Et pour faire beaucoup de cascades au volant, quoi. C'est ça qui est drôle. Exactement, elle a dit je sais retourner un camion à 180 degrés, mais je ne sais pas faire de créneau. Voilà, c'est ça C'est trop un petit peu le tournage de Mad Max. Et de son côté, ouais, t'en as parlé, Chris Hemsworth, qui lui aussi joue dans Furiosa, raconte qu'en fait il a adoré tourner avec George Miller, qui en fait considère comme un génie, mais pas un génie fou, et qu'il veut plus de films comme ça. En fait, il veut plus de tournages de ce style. Il dit voilà, c'est ça avec qui je veux vraiment passer mes journées, etc. Enfin voilà, je suis à un point dans ma vie où je rencontre des réalisateurs et des gens qui me disent voilà, c'est fou, c'est génial, mais c'est un génie, etc. Donc en fait, il veut vraiment tourner avec des types comme George Miller, et il a adoré le tournage de Furiosa, quoi. Grave. On est dans le chat, le Trox qui nous dit Mad Max sans Mad Max, c'est bizarre. Mais comme j'étais en train de lui répondre, du coup, je suis assez curieux parce que Furiosa, dans Mad Max Fury Road, justement, c'est un personnage intéressant. Et, ouais, super. Donc, je suis vraiment très curieux. Et en plus, il faut savoir qu'au moment où Fury Road est sorti, très très vite, George Miller s'est exprimé autour du potentiel de faire une suite, un préquel autour de Furiosa. Et c'est un projet qui visiblement l'inspire. Et donc voilà, quand George Miller est inspiré, moi je suis dans la salle de cinéma, très clairement. Il a pris le temps pour le faire d'ailleurs, Ouais. parce que Mad Max Fury Road est sorti en 2015, je crois, c'est ça. Donc ouais, il y a eu le temps de gamberger un petit peu, il a fait des films entre-temps. Et puis bon, on va pas se mentir, Mad Max Fury Road, il y a Mad Max dedans. Mais est-ce que c'est le film de Mad Max vraiment ? Il y a aussi Furiosa, je trouve, moi, Oui, de fou. et Grand Méchant, je trouve qu'ils phagocytent un petit peu et qu'ils prennent beaucoup de place par rapport à Max. Donc en fait, moi, ça me dérange pas. Mais je comprends, hein, évidemment. Oui, mais il faut bien voir que Mad Max Fury Road, c'est un film où Mad Max lui-même avait finalement assez peu de place. Voilà, du temps d'écran, oui, peu de répliques. C'est vrai. Tout de même. Donc, moi, je suis Très curieux. réplique, hein. Je suis curieux d'en apprendre plus sur le personnage de Furiosa, vraiment. On va continuer avec Avatar 2. Avatar 2 qui sort du coup dans 3 semaines, même pas. 3 semaines, ouais. Et qui, visiblement, a coûté cher au point que c'est même pas sûr qu'il se rentabilise, en fait. Non. Ouais, Avatar 2 qui a coûté extrêmement cher, on le savait, on se doutait que Avatar allait coûter très très cher. Bon, c'est toujours le film le plus rentable de tous les temps, en tout cas le film qui a rapporté le plus au box-office mondial. Et donc évidemment, quand on arrive avec un épisode 2, un Avatar 2, on se doute que voilà, un peu plus d'argent a été investi. Sauf que là, James Cameron, le réalisateur, annonce que si Avatar 2... Enfin, pour que Avatar 2 rentre dans ses frais, il faut que ce soit le 3e ou 4e film le plus rentable de l'histoire du cinéma. C'est là notre seuil de rentabilité. Au secours. Voilà, le type, ouais, exactement, au secours. Le type place la barre, mais juste au-dessus de ma caméra. Voilà, au-dessus, il y a le soleil. Sa barre est dans le soleil. Bon, et le truc, c'est qu'en plus, il va réussir. Enfin, je sais pas, je vais pas prédire ça, je suis pas devin, mais on se doute bien que on ne greenlight pas, on donne pas le feu vert à un projet comme ça si derrière il n'y a pas un peu d'assurance. Certes, c'est Hollywood et tout est mouvant, mais je pense qu'ils savent ce qu'ils font, quoi. Mais en tout cas, voilà, ils peuvent pas se planter. Techniquement, ils peuvent pas se planter. Et c'est un pari, c'est un peu un pari, quand même. Ouais. C'est un gros pari, puisqu'on rappelle quand même que Avatar 3 est déjà dans les cartons, est déjà tourné. Ouais. Voilà, alors c'est peut-être aussi pour ça qu'Avatar 2 est aussi cher. Hein. C'est que quelque part, il a fallu avoir toute la structure pour tourner tout ça en même temps. Donc c'est aussi sans doute pour ça qu'Avatar La Voix de l'eau, puisque c'est son sous-titre, est aussi cher. Maintenant, je t'avoue que moi j'ai beaucoup de mal à comprendre comment Hollywood, qui est aussi cartésien et souvent proche de ses sous, a pu valider un projet tel que celui-ci.
Ouais, mais je pense que c'est Cameron, en fait. Ouais. Il a une aura tellement forte. Titanic, c'était un peu pareil aussi à l'époque, hein. Il avait dépensé un fric monstre pour faire Titanic. Bon, voilà, ça a marché. C'est quand même le mec derrière Terminator, derrière tout ça. Enfin, je veux dire, il a Ouais, un peu carte blanche à Hollywood, quoi. c'est Et pas je faux. pense qu'il sait taper du poing sur la table et sait dire des choses aussi pour convaincre les studios, quoi. Après, le monsieur a été très clair avec les producteurs en leur disant, écoutez, je pense que c'est le film le plus cher de l'histoire et c'est probablement un très très mauvais investissement Hmm. que de créer Avatar 2. Ils y sont quand même allés. Oui. Bon, puisque Bon. on le rappelle, Avatar, premier du nom, est toujours le premier film en termes de recettes de l'histoire du cinéma. 3 milliards. En comptant On les a 3 ressorties, milliards. bien sûr, puisque Ouais, à ouais, une mais on a époque, ils 3 se tiraient milliards, la ouais. bourre avec Endgame, Ouais. mais désormais, Avatar 1 est véritablement passé au-dessus, Quasi 3 milliards, ouais. quasi 3 milliards, donc, mais ça veut quand même dire qu'il leur faut au minimum 2 milliards pour rentrer dans leurs frais. C'est, en fait, pour quelqu'un qui est un peu raisonnable comme moi, pour ne pas dire radin, c'est hallucinant, en fait. Le cinéma a changé en plus, Oui. évidemment. La consommation du cinéma, c'est plus la même que celle de 2009. Ouais. Donc évidemment, il y a les plateformes, il y a tout ça qui va jouer. Je suis extrêmement curieux, mais je pense extrêmement aussi confiant que ça va fonctionner, quoi. Je pense que cette franchise, en fait, elle est bizarre, hein, parce que les gens n'ont pas Ouais. manque de confiance dans cette franchise, et pourtant, elle va cartonner. Mais après, c'est mon avis, encore une fois. Ouais, je demandais dans le chat du coup si les gens allaient voir Avatar 2. Alors j'ai un non, j'ai un pas trop aimé le premier film, alors c'est toujours le Trox qui n'ira pas. Virtuel qui nous dit que c'est son film préféré de la dernière décennie. Freyr qui a même pas vu le 1. Il va falloir s'y mettre si tu veux voir le 2. Arnaud qui est pas sûr d'y aller. Enfin voilà, c'est un peu brinque-ballant pour l'instant dans le chat. Ouais, c'est... Ok. Mais bon, on verra. Voilà. Hein. Moi, c'est vrai On verra. que on n'est pas sûr. Moi, c'est sûr que je vais le voir parce que je suis très curieux. J'ai très envie de revoir le premier également avant d'aller voir le second. Et on lui souhaite que ce soit pas le dernier d'ailleurs. Ouais, ouais, complètement. Et juste une petite précision, enfin 2 petites précisions. Les préventes sont déjà disponibles, Ouais. pour, ce qui est rare, hein, pour un film, je trouve, aujourd'hui. Donc là, 3 semaines avant, on peut déjà réserver sa place dans n'importe quel cinéma de France. Donc ça part assez vite. Pour avoir réservé ma place, moi, le premier jour de la sortie, ça commence déjà à partir pas mal vite. Donc peut-être aussi C'est un signe. une preuve, c'est un signe que ça peut marcher. Et deuxième chose, évidemment, il faut qu'il soit 3e ou 4e film le plus rentable de tous les temps. Il ne faut pas oublier qu'il est en 3D et donc il est plus cher aussi pour le consommateur. C'est pas faux. On rajoute la 3D. Moi-même qui ai un abonnement, je paye quand même en plus C'est pour pas aller le voir. faux. Donc en fait, tu rentres aussi peut-être un peu plus facilement dans tes Ouais, frais mais avec... d'ailleurs, ce supplément, je suis pas certain qu'il rentre dans la poche de. Ça rentre dans Ah, la c'est poche des cinéma, tu veux dire? exploitants, non? Je sais pas, ça Là, c'est une j'avoue, bonne je peux question. pas m'avancer là-dessus, mais je suis Ah pas ouais. certain. Non, mais t'as peut-être raison. Ouais. Parce qu'à une époque, on disait oui, c'est plus cher parce que tu rembourses un petit peu les investissements consentis par les exploitants. Donc, je sais pas trop. Bref. Peut-être, ouais. Donc, c'est pour Avatar 2, évidemment, qu'on traitera dès qu'on le pourra dans le podcast. Bien évidemment, on va terminer avec une autre news sur le DC Universe dont vous avez parlé dans le premier épisode de Pop News. Et il se trouve qu'on a des nouvelles du nouveau patron de Warner Bros. Discovery qui s'appelle David Zaslav de mémoire, C'est ça. qui nous explique en fait quelle est un petit peu sa vision du DC Universe. Il explique justement que lui, il veut vraiment avoir une narration unifiée avec des séries qui sont toutes au même endroit, des personnages aussi qui n'ont pas d'incarnation multiple. Et là, il pointe du doigt le fait que, à l'heure actuelle, il y a 4 Batman, plus ou moins. Ouais. Entre le Keanu Reeves qui fait DC Super Pets, qui donne sa voix Double. Ouais. à Bruce Wayne, Robert Pattinson qui fait Bruce Wayne dans le Batman de Matt Reeves, on a Ben Affleck dans le Snyderverse, et il y en a un 4e qui m'échappe. Mais bref, tout ça, c'est pas forcément ce que cherche David Zaslav, et ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on vous disait la dernière fois dans Pop News, c'est que l'idée, c'est vraiment d'avoir une narration et un univers unifié, donc c'est vraiment d'aller sur les plates-bandes du Marvel Cinematic Universe,
quels sont les moyens qu'on va donner à James Gunn notamment, et Peter Safran, pour faire en sorte que ça fonctionne. Ça, c'est une grande question, mais David Zaslav a l'air de dire que pour lui, c'est une des grosses priorités de son mandat en tant que PDG de Warner Discovery. Ouais, c'est intéressant. Et il a l'air aussi de penser un peu comme Safran et Gunn, et d'être sur un peu la même ligne. Donc c'est plutôt rassurant sur la suite, à voir ce qu'ils veulent faire, mais c'est plutôt rassurant. Juste, je reviens sur ce que tu disais sur les 4 Batman. Le dernier, c'est Michael Keaton, Ah, merci. qui jouait dans évidemment les Batman originaux Oui. de Tim Burton, et qui a tourné The Flash avec Ezra Miller. Oui. The Flash, qui est un peu le film maudit, on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira. Compliqué. Compliqué, mais voilà, c'est le 4e Batman aussi. Et c'est vrai que là, quand tu cites les 4 à la suite, tu fais aïe, c'est peut-être un peu beaucoup, quoi. Il y a du vieux, du jeune, du animé, ouais, c'est trop, quoi. Donc c'est bien qu'il se recentre un peu. Dans le chat, on a des réclamations pour avoir des news sur Dune 2. Voilà. Quand on aura des vraies news sur Dune 2 et qui seront dans la quinzaine qu'on traite, on vous en parlera bien évidemment. Mais pour l'instant, me semble que c'est prévu pour octobre 2023 et que c'est toujours en tournage de mémoire. C'est ça, ouais, je crois que c'est toujours en tournage. Il y a du cast qui arrive au fur et à mesure. Par contre, alors c'est pas sur Dune 2, mais il y a une série aussi. Oui. Voilà, sur les. Alors, je suis beaucoup plus calé sur Dune que moi. Ouais, j'ai oublié C'est le nom. les mères Bene. Le Bene Gesserit. Voilà, exactement, c'est une série sur ça qui sortira très bien, enfin très bientôt, qui est en tournage très bientôt et qui sortira bientôt. Mais c'est le seul qu'on a, enfin c'est la seule info qu'on a vraiment sur C'est Dune. ça. Dune. Et cette série a récemment annoncé avoir embauché, comment il s'appelle, Travis Fimmel. C'est ça, Travis Fimmel, qui, de mémoire, c'était Sons of Anarchy. Je crois que c'est ça, oui, tout à fait. Le gros, le personnage principal, hein, tout simplement, de Sons of Anarchy. Donc voilà, ça c'est les dernières news autour de l'univers Dune. Et alors vous nous prenez un petit peu en improvisation, mais on a quand même réussi à vous répondre et je suis plutôt assez fier. Allez, on se remet sur le conducteur, on va faire le point box-office d'Adrien, puisque ça va être notre rendez-vous toutes les 2 semaines, pour parler notamment de où se trouve Black Panther 2, puisque c'est pour l'instant le vrai gros mastodonte de cette fin d'année. Ouais, c'est lui. Alors, je vais commencer donc par parler de Black Panther 2 Wakanda Forever, à partir des chiffres de France qu'on a eu de la semaine du 16 au 22 novembre, donc la première semaine de sortie. Le film, sa deuxième semaine de sortie, pardon. Oui. Le film a fait 725 543 entrées. Sur 626 copies, donc c'est énorme en France. Il est premier évidemment, et en cumulant les avant-premières, on arrive au chiffre de 2 417 000 et 726 entrées, donc 2,5 millions quasiment d'entrées pour Black Panther. C'est un énorme succès en France. À l'étranger, on est à 66 millions de dollars récoltés sur le sol américain. Et dans le monde, on est déjà à quasiment 300 millions de dollars récoltés. En seulement 2 semaines, on est à 287 millions de dollars. Donc c'est vraiment un énorme succès pour Black Panther. Ouais. C'est un film, donc ça c'est vraiment le gros succès du moment. Et si on le met en parallèle avec Black Adam, on voit que Black Adam, lui, est complètement au bout de course. De toute façon, son run est terminé, son run au cinéma. Il sort déjà en digital sur certaines plateformes. Oui. Black Adam a fait au total 370 millions de dollars de recettes dans le monde, Okay. Ce qui est pas énorme du tout. Ce qui est pas assez. Surtout. Ce qui est pas énorme, oui, ce qui est pas assez si on compare justement à Black Panther. Et à l'international, donc ce que je dis, 370 millions, pardon, milliards peut-être pas quand même, 370 millions. Et sur le sol américain, on fait que 160 millions de dollars. Pareil, c'est un peu déceptif, c'est pas non plus d'énormes chiffres. C'est un peu une contre-perf, surtout avec ce qu'on vous disait il y a 2 semaines, qui était que c'était plutôt de l'ordre de 500 millions pour pouvoir être rentable autour de Black Adam. Donc vous le voyez, on en est quand même assez loin, donc ce qui est une belle perte. C'est une belle perte, et en France, il a fait un run
pas dingue, enfin pas mal. Il a quasiment fait le 2 millions Ouais. d'entrées. Il est à 1 995 842 entrées. Donc Ouais. il a frôlé les 2 millions d'entrées Mmh. en France. Bah, ce qui correspond un petit peu avec ce qu'on disait et ce qu'on pense du film, c'est que le film s'exporte assez mal d'un point de vue bouche à oreille. Mhm. On en parle très peu et ceux qui l'ont vu n'ont pas trouvé ça incroyable. Non. Donc quelque part, voilà, c'est la juste monnaie de leur pièce finalement. C'est ça, ouais, non, c'est un peu logique ce qui se passe. On parlait aussi du fait qu'ils sortent ou pas en Chine, donc ça pour l'instant c'est pas acté. Mmh. À voir si ça sauve un petit peu la trésorerie. Ouais, si le Mais film sort en Chine, effectivement, ça pourra être que bénéfique pour la trésorerie, c'est sûr. c'est pas dans les tuyaux, hein. Clairement, c'est pas dans les tuyaux pour l'instant. Et voilà, encore une fois, Black Panther qui fait en France 2,5 millions Ouais, d'entrées, alors que en 2 semaines. Black en 2 semaines, et Black Adam n'en fait que même pas 2. Bon, ça prouve bien que voilà, il y a une Ouais. petite préférence côté Marvel, Bah, quoi. il y avait un niveau d'attente différent aussi, parce que Black Adam, c'est Bien une sûr. nouvelle licence, et Black Panther 2, c'est, on l'a dit, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui amènent vers le film, Tout à fait. extérieur au cinéma comme intérieur au MCU. Mm. Parlons de nos gros sujets de la semaine, puisque on vous a sélectionné 3 gros sujets de la semaine, et le premier, c'est Indiana Jones 5. Parce qu'il se trouve que Indiana Jones 5, qui est attendu pour l'été 2023, qui est Mhm. réalisé par James Mangold, que vous connaissez entre autres pour avoir réalisé Le Mans 66, mais surtout Logan en 2017, qui va arriver donc à l'été prochain, et il se trouve que le magazine Empire, le magazine anglophone Empire, a fait sa couverture sur Indiana Jones 5 très récemment et a commencé à distiller un certain nombre d'informations sur ce 5e film. Est-ce que tu veux commencer? Ouais, alors déjà, Empire a une exclue. C'est vraiment eux qui ont sorti plusieurs images que tu vas montrer, Ouais, j'imagine. Alors, des images de tournage, on voit les acteurs, on voit évidemment Harrison Ford qui reprend le fouet, le fedora et la veste, mais aussi les nouveaux protagonistes, donc Mads Mikkelsen qui jouera le méchant, tout à fait. Boyd Holbrook qui jouera aussi un méchant. Et acteur qu'on a vu dans Logan, dont on parlait voilà, Mhm. juste avant. On a vu dans Narcos aussi, il est excellent dans Narcos. Oui, c'est vrai. Phoebe... Ah oui, c'était justement le héros américain qui traquait Pablo Escobar. Et Phoebe Waller-Bridge qu'on a vu Fleabag. Fleabag, merci. Incroyable série Fleabag en 2 saisons et qui jouera, on va peut-être rentrer un peu plus dans les détails après, Ouais. en tout cas qui jouera un rôle très important pour cet épisode 5. Et moi je trouve que il market bien Mm. le film. Ils prennent le temps, ils prennent des pincettes. On n'a toujours pas de trailer d'ailleurs, là on Non, attend le c'est trailer avec tôt. impatience. C'est très tôt. C'est tôt, il existe hein, le trailer, il a Mm. été diffusé à la D23. Ouais. Ce trailer là apparemment est incroyable de ce qu'on m'a dit, vraiment est très bien et la foule était en délire, mais le trailer il le garde un petit peu, je pense qu'il C'est sortira Indiana Jones, bientôt. ça fait presque 15 ans qu'on n'a pas vu Indiana Jones au cinéma. Ouais, et quand on l'a vu la dernière fois, c'était pas, c'était pas Non, bah, c'est incroyable. exactement ce que dit Lotrox dans le chat, C'est c'est vrai. comment ils peuvent rebondir après la catastrophe de l'épisode 4. Ce qu'il faut Et savoir bah, quand même que c'est assez connu dans le milieu entre guillemets cinéphile, ou du moins qui s'intéresse un petit peu à tout ça, que l'épisode 4 d'Indiana Jones n'existe pas vraiment. Ou du moins on a jeté un voile pudique oui. sur cet épisode-là. Donc évidemment, Indiana Jones 5, comment est-ce qu'on peut se hyper sur cet épisode 5? Il y a quand même pas mal de raisons, moi je trouve, hein. Ouais, bah alors moi la première c'est parce que on le sait et on le sent aussi parce que c'est logique, ce sera le chant du cygne du personnage, en tout cas du personnage joué par Harrison Ford. Mais Mhm. c'est même techniquement on le sait, il est âgé Il l'a et il va annoncé, pas, hein. il l'a annoncé etc. On s'en doute, ce serait un peu voilà son dernier Indiana Jones. Déjà rien que pour ça. C'est intéressant. On se dit, Bien bon, sûr. bah, on va aller le voir pour ça, peut-être quand même. La dernière fois qu'on voit Indy à l'écran joué par Harrison Ford, ça fait quelque chose. Quoi. Déjà pour ça, James Mangold aussi. Bien James sûr. Mangold, Logan, Le Mans 66, Copland, c'est énormément de films, parfois
méconnus en France aussi, mais qui sont très bons. Mangold, lui, arrive toujours. Walk the Line, c'est Mangold. Bien sûr. Il est un peu partout, il est un peu nulle part à la fois, mais il a sa patte. Et je pense que c'était le bon type pour reprendre la saga et peut-être lui donner un dernier coup de fouet. Oh, c'est beau. Non, on essaye, on est là. Voilà. Mais je pense que, alors moi, c'est mes 2 principales raisons, et ensuite le casting, parce que ça, on savait pas à l'époque. Bien sûr. En fait, le casting s'est fait, et je les ai cités, les acteurs principaux, mais il y en a d'autres. Moi, me fait vraiment, vraiment kiffer. Enfin, je trouve que Mads Mikkelsen en Asie, Bien sûr. avec des lunettes rondes, Bien sûr. parfait. On va rentrer un peu plus dans le détail, je pense, pour Phoebe Waller-Bridge, qui est pour moi le personnage peut-être clé de cet épisode. Mais voilà. Bon, vas-y, je te laisse parler, j'ai un peu... Non, mais voilà, ça montre bien quand même que malgré tout, cet Indiana Jones 5 a de l'intérêt pour nous. Parce que, bon, on va pas se mentir, on aime tous les deux enfin, plutôt pas mal les 3 premiers films. Indiana Jones 5 a ce côté... il peut être ce que Logan a été pour Wolverine. Oui, et c'est pas pour rien que c'est James Mangold qui s'en occupe. James Mangold d'ailleurs qui s'est exprimé sur le sujet en disant que quand il a récupéré le script, il y avait pas mal de choses qui lui ont plu, mais il y a d'autres choses qui lui ont déplu, notamment le fait que il y avait plein de blagues sur le fait qu'il est vieux, mais c'était juste des blagues sur le fait qu'il est vieux. Il y avait rien, c'était pas le sujet du film. Donc il a juste fait en sorte que le sujet du film justement c'est Indiana Jones est vieux, et comment est-il encore Indiana Jones alors qu'il est vieux? Comment est-ce qu'il se Qu'est-ce qu'on en débrouille? fait? Exactement. Qu'est-ce qu'on fait de cet homme qui est sur la fin un petit peu de sa carrière d'aventurier? On va le préciser. On le met dans un musée? on va le préciser tout de suite. Le film doit se dérouler en 1969. En grande partie, la grande partie. En grande partie, on peut évoquer déjà tout de suite la scène. Alors attention spoiler, hein. On précise quand même que là il y a des éléments de l'histoire qu'on va un poil spoiler. Exactement. Parce que c'est exclu de Empire. Dévoile, je trouve quand même pas mal de. J'ai trouvé aussi, ouais. Peut-être trop même, donc n'hésitez pas, non restez avec nous, mais en tout cas voilà, on va révéler un peu de la structure du film, du scénar, mais c'est très intéressant justement de voir où ils vont et quelle direction ils prennent. En fait il nous explique que le début du film est une séquence de flashback qui se déroule en 1944. C'est ça. Et où, pour les besoins de cette séquence, qui n'a pas été du tout filmée il y a 40 ans, Harrison Ford a été rajeuni via des effets spéciaux. Alors, vous savez, c'est très utilisé du côté de chez Marvel, notamment. Et là, Harrison Ford dit, alors peut-être que c'est de la langue de bois, encore que c'est Harrison Ford, donc je le vois moins faire de la langue de bois quand même, qui dit que c'est la première fois qu'il trouve que c'est bien fait dans un film. Et donc, alors il y a cette séquence-là, et ensuite, on part sur l'année 1969, et moi je suis très curieux d'avoir ce début de film, voir comment ça a été fait, comment ça a été pensé, et ce que ça nous raconte. Et il y a d'autres choses qu'on sait sur le script du film, notamment, tu parlais de Phoebe Waller-Bridge, créatrice et actrice principale de Fleabag, et co-scénariste de mémoire de No Time to Die cette année. Oui, tout à fait. Qui est en réalité la nièce d'Indiana Jones dans le film. Exactement. Elena. Alors on ne sait pas exactement du coup de qui elle est la fille, mais bon, c'est de la famille du coup d'Indiana Jones. Et visiblement, elle aura un rôle à jouer important dans ce film. Moi, je suis très curieux. On s'en est parlé il y a 2 semaines. On se demandait s'ils n'allaient pas essayer de nous refaire une Shia LaBeouf et d'essayer de perpétuer la licence avec un autre personnage qui serait lié à Indiana Jones. Est-ce que tu penses que c'est ça, en fait, qu'on nous annonce ? Non, je pense pas. Il y aura quelque chose, évidemment, de la transmission avec ce personnage-là. Encore une fois, là, je tire des plans sur la comète. Hein. Je n'ai pas d'infos plus que ça sur ce personnage-là. Mais je pense que, connaissant Phoebe Waller-Bridge, déjà, c'est quelqu'un qui vient du théâtre, qui vient vraiment qui vient pas du cinéma classique. Elle, c'est vraiment une scénariste pure et dure. Et si elle prend un personnage comme ça, excusez-moi, je suis encore enrhumé. Si elle prend un personnage comme ça, c'est vraiment pour en faire quelque chose d'intéressant. Donc je pense que c'est quelque chose évidemment de la transmission et de savoir ce que représente peut-être, comme tu l'as dit, le personnage d'Indiana Jones à travers la nouvelle génération. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que nous, on a grandi avec, nos parents ont grandi avec, la nouvelle génération a grandi avec, mais que veut dire ce personnage-là d'aventurier, l'aventure, qu'est-ce que c'est ? On vient un peu plus dans le futur aussi, parce que 69,
c'est proche de nous, c'est plus les nazis, c'est plus... Enfin, c'est plus les nazis, on va Encore encore en que, parler aussi. on en Ah non, parlera. ouais, parce que là, bah, justement, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est on parle du futur dans ce film. C'est très axé aussi sur la conquête spatiale. Ouais. En fait, c'est un film sur la course à l'armement, Mhm. les Russes qui aussi veulent leur part du gâteau. Et donc, Indiana Jones arrive dans un monde où il est un peu déphasé. Enfin, vraiment, c'est ce qui est Bien dit, sûr. c'est ce qu'on comprend. Il est déphasé en 69 et en fait, il fait toujours la chasse aux nazis. C'est un peu le boomer, quoi. Et genre, ils existent, sauf que les nazis se cachent ou les nazis ne disent pas leur nom vraiment, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce que dévoile Empire, c'est que les anciens nazis que Indy traquait dans les précédents films travaillent aujourd'hui pour créer des fusées, voilà, sont vraiment rentrés dans le rang. Et en fait, lui, ça le taquine, ça. Lui, il aime pas. Lui, il veut foutre des bourre-pifs aux nazis et donc il va les chasser. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il y a vraiment ce côté générationnel, de ce côté, genre, le monde avance. Ouais. Et lui, est-ce qu'il n'est pas resté un peu en arrière Est-ce que c'est pas une relique aussi lui-même? Je pense que tout ça, c'est très classique, mais à voir comment c'est traité, quoi. Mais quelque part, ça me fait beaucoup penser quand tu évoques tout ça, toutes ces thématiques. Je me dis, ça me fait beaucoup penser à ce qu'aurait pu être et ce qu'a été dans certaines scènes, No Time to Die, justement. Parce que c'est un personnage très comme ça aussi, hein, James Bond. Et quand tu me dis personnage déphasé avec son présence, le côté une femme mise à côté de ce personnage-là qui est très macho, hein, quand même, Indiana Jones, on va pas, Bien sûr. on le rappelle. Est-ce qu'ils vont nous refaire ce coup-là avec Indiana Jones 5 ? C'est possible en vrai. Je pense. J'espère que ce sera fait finement parce qu'en fait. C'est ça. Et puis c'est un film qui arrive après MeToo, qui arrive après plein de Bien choses. sûr. Alors, faut se rappeler que dans le premier Indiana Jones, il y a une claque qui part. Oui. Un peu, voilà. C'est pas le dernier, comme tu dis, il est macho et on ne lui dit rien. Hein. C'est un produit de son époque. Hein. Et ça, encore une fois, voilà, c'est dans le contexte évidemment, mais c'est un personnage qui peut être intéressant à remettre voilà, dans son époque, etc. Comme tu dis, là, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Je suis très curieux. Est-ce qu'on a évoqué tout ce dont on voulait parler sur cette Indy 5 ? Alors, je pense que c'est intéressant peut-être de revenir juste sur le design, en tout cas, ce qu'ils veulent mettre en avant. Et il y a un côté grandeur aussi. Ouais. Il y a un côté, on sait qu'Indy ça voyage, et Ouais. il faut voyager, et on voit qu'il y a des plans donc à New York, chose qui est plutôt intéressante parce C'est que vrai. New York, sûrement la 5e avenue, il y a la fête parce que il y a eu l'alunissage, etc. Enfin, Ouais, apparemment, c'est ça. c'est une parade, ouais, pour C'est une parade Apollo pour 11, les ouais. astronautes, voilà. Et en fait, c'est intéressant de voir Indy avec beaucoup de monde aussi dans une ville, parce que Indy, c'est rare de le voir dans une ville, C'est vrai. enfin, une ville américaine, je veux dire, on le voit de temps en temps quand il est prof, mais c'est tout. Sinon, hop, direct, il prend l'avion avec son petit trait sur sa carte et puis il se casse. Là, c'est à New York, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe. Ouais. Et puis, il y a une photo où il est sur un bateau. En tout cas, c'est ce qu'on. Ouais. Ce qui est, ouais. En fait, moi, je suis curieux parce que, effectivement, comme tu le disais, avoir une aventure d'Indiana Jones, alors c'est peut-être pas l'aventure globale qu'on va vivre dans cet épisode 5, mais une séquence au moins sur territoire américain, une séquence d'aventure, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, me semble-t-il, dans le 4, un petit peu, quand il sort de l'université avec son fils, enfin c'est son fils, je sais plus, avec Shia LaBeouf, et il y a une sorte de course en moto, et il se retrouve dans un bar à la fin. C'est très rapide, c'est dans une rue ou deux, quoi. Là, c'est New York, c'est grand, c'est... Donc à voir, quoi. Et la couve d'Empire, qui n'a rien à voir, hein, extrêmement belle, je la trouve magnifique. C'est bien précisé que ce n'est pas une scène tirée du film. Mais par contre, ça a quand même été validé par le marketing, etc. Donc ils savent très bien ce qu'ils font. Et je pense que c'est vraiment en grand lien avec le film. Et ce sera sûrement quelque chose de clé à l'intérieur du film, quoi. Non, vraiment, c'est un des films que j'attends le plus, honnêtement, de 2023. Et je suis très curieux. Et si ça pouvait être réussi, par pitié. Ce serait quand même une très très bonne chose. Logan, franchement Logan. Enfin, c'est juste répéter que James Mangold a réalisé Logan et qu'il a produit une fin super pour Wolverine. Je suis désolé pour le spoiler, hein, le film est sorti depuis longtemps, mais c'est vrai. Non mais voilà, on va pas. Mais je pense que James Mangold peut être un super réalisateur pour un final en fait d'Indiana Jones, quoi. Ouais. Alors
Autre chose dont on veut parler, mais qu'on ne va pas spoiler cette fois, hein, c'est c'est Star Wars Andor. Star Wars Andor, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, puisque on en parlera la semaine prochaine dans Pop Tier, puisqu'on vous livrera notre sentiment sur Mhm. cette première saison de la série Star Wars Andor. Là, on voulait vous parler des news autour de la saison 2. Pourquoi on vous parle déjà de la saison 2 de Star Wars Andor? Tout simplement parce que la série est déjà en train de lancer son tournage pour sa saison 2. La saison 2 a commencé le tournage le 21 Ouais. novembre, donc c'était il y a 6 jours. À l'heure où on enregistre cette émission. Et on sait déjà qu'ils vont tourner jusqu'au mois d'août prochain. Donc, on le rappelle, la série Star Wars Andor, qui est un spin-off de Star Wars, bien évidemment, qui est une préquelle de Star Wars Rogue One, centrée sur le personnage de Cassian Andor, et, par extension, de la création de l'Alliance Rebelle et de la rébellion face à l'Empire entre l'épisode 3 et l'épisode 4 de la saga, La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir. Là, ce qui se passe, c'est que on nous laisse avec l'épisode 12 sur pas mal de choses qui sont assez ouvertes et sur la promesse que la saison 2 sera la dernière et qu'elle contiendra 12 autres épisodes. Donc c'est aussi pour ça que ça tourne jusqu'au mois d'août prochain, c'est que ça va durer longtemps, et ce qui nous renseigne aussi sur une potentielle date de sortie, puisque Ouais. n'attendez pas de saison 2 de Star Wars Rogue One avant 2024, parce que c'est Ouais. pas possible de tourner jusqu'au mois d'août et de sortir en 2023. Impossible là-dessus. C'est impossible. C'est intéressant parce qu'au moins ils communiquent dessus. Il y a des séries des fois où ils laissent planer le doute pendant un an, même des fois, en tout cas plusieurs mois. Et là, c'est intéressant parce qu'on sait, on peut se créer, comme tu l'as dit, notre petit planning, agenda, et on sait à peu près quand ça sortira. Bon, grand minimum évidemment début 2024, mais c'est plutôt malin de leur part de communiquer déjà là-dessus, parce que c'est une série qui, moi je trouve, passe un peu sous les radars, donc c'est plutôt agréable. Et au-delà de ça, on apprend aussi qu'elle a besoin de beaucoup de post-production. Bien sûr. C'est ce qui est dit en fait dans l'article de Collider, l'article exclusif justement, Mhm. où Tony Gilroy. Tony Gilroy, le showrunner, explique que, alors je peux sortir la petite phrase, Bien ce sûr. sera plus simple. Voilà. Le seul moment où on peut accélérer le processus de post-production, c'est quand on a de l'argent. Sauf que l'argent, il faut le trouver, quoi. Et c'est ça le truc, en fait. Je pense qu'ils ont un budget assez conséquent Oui. pour Andorre. On l'a vu d'ailleurs dans la saison 1. Pour ceux qui l'ont vu, il y a des plans magnifiques, Bien il y a des idées superbes de design, de costumes, etc. On en reparlera très bientôt dans Pop Tier. Mais derrière, eux, ils peuvent pas accélérer le mouvement au point de pouvoir la sortir. Déjà d'une, le tournage, tu l'as dit, doit se terminer en août. La poste, ça prend vachement de temps, et voilà. Même s'ils travaillent en parallèle du tournage. Exactement. Ça va être En fait, le seul moyen d'accélérer la post-production, c'est de cumuler les studios de post-production et d'effets spéciaux. Et on l'a vu cet été, notamment autour des séries Marvel, c'est que au bout d'un moment, ça commence à tirer sur la corde aussi du côté des studios d'effets spéciaux. Donc au bout d'un moment, en fait, on ne peut pas trop en faire. Et c'est aussi pour ça que moi j'apprécie le fait qu'il y ait certaines séries qui baissent un petit peu le rythme de production et de sortie, parce qu'habituellement c'est plutôt annuel, hein. Maintenant on a vraiment, surtout les grosses séries, j'ai le sentiment. Tout à l'heure on parlait dans le chat de House of Dragon, du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, Star Wars Andor désormais. Tout ça c'est des séries qui a priori maintenant ça va être tous les 2 ans. Et je pense que c'est quand même une bonne chose, un, pour les équipes, et deux, aussi, l'air de rien, pour que la série prenne un petit peu le temps de se faire remarquer quand elle ressortira, et de se faire attendre, parce que c'est toujours bien aussi d'attendre ce genre de série et qu'elle fasse événement au moment où elle revienne. Je préfère aussi. Donc je préfère aussi, ouais. ouais. Et puis c'est pas illogique. Et après, alors, encore une fois, on sait pas à quel point Disney pariait sur Andor, quoi. Le fait de faire que 2 saisons déjà, c'est très peu, je trouve, Ouais. pour une série Disney. Et moi, ça me va très bien. C'est rare dans le paysage justement actuel d'avoir que
que de séries, donc pourquoi pas, Mm. mais que de saisons, pardon. Je vois dans le chat l'argent d'Aldani. Oui, c'est vrai, évidemment. Mais l'argent, ouais, encore une fois, mais c'est même s'ils ont l'argent, qu'ils prennent le temps de créer quelque chose de très propre en un an et demi, c'est quand même mieux que de le rusher, voilà, Ouais. et que ce soit déceptif, parce que la série, elle restera des années après. C'est ça. Nous, est-ce qu'on en a besoin maintenant? Oui, c'est toujours plaisant de Bien regarder une sûr. série On qu'on est aime. toujours pressé, hein. Voilà, mais moi, c'est comme House of the Dragon, je préfère qu'ils attendent un an De fou. ou deux, et ensuite on aura de la qualité, quoi. Exactement. Donc ouais. ça, c'est pour Star Wars Andor. À savoir qu'on a déjà des informations aussi sur son contenu. Oui. Et notamment le fait que, parce qu'à l'heure actuelle, la saison 1 se termine 4 ans avant Rogue One. Et donc la saison 2 va faire le pont entre la saison 2 et Rogue One. Et donc Tony Gilroy s'est déjà exprimé, alors c'est pas du spoil, hein, mais il va y avoir des sauts dans le temps, des ellipses temporelles dans la saison 2, à savoir que la saison 2 commencera un an après la fin de saison 1. Il y aura des slots, des plages de 3 épisodes séparés d'un an en ellipse temporelle jusqu'à Rogue One. Je pense que c'est une bonne structure. Ça va aller très vite. Hein. Ça va aller très très vite. C'est 4 ans en 12 épisodes. C'est ça. Alors c'est super intéressant, mais ça peut aller très très vite, et il faut que ça tienne le coup, quoi. Mais faut que ça tienne la route. Mais ouais. C'est ça. Donc vraiment, je suis très curieux de voir cette saison 2 et si elle est aussi réussie que la saison 1. Je spoil pas petit, désolé. Ça sera forcément qu'une très très bonne nouvelle pour la saga Star Wars et pour les fans de cette saga qui commençait à être un petit peu fatiguée, et je trouve qu'elle est un petit peu revigorée par cette proposition qui est un petit peu différente de ce qu'on avait vu précédemment. Bah, dans le tout venant de Star Wars, oui, c'est une belle surprise, et très honnêtement, c'est toi qui m'as un peu mis dedans, parce que j'allais la regarder, hein, c'était sûr, mais j'ai mis plus de temps que prévu, et toi tu m'as dit, jette un œil, et c'est vrai que j'ai été tout de suite conquis dès l'épisode 1. Je fais waouh, il y a du niveau là, à tous les étages, il y a une proposition super, et je regrette pas du tout, et je le conseille pareil à tout le monde autour de moi. Mais encore une fois, j'ai l'impression que Disney pas parié sur le bon cheval, quoi. C'est un peu dommage. On aura le droit à une saison 2, donc tant mieux, hein, mais un peu bizarre qu'ils se focus que sur des trucs un peu plan-plan. Bah, un peu, j'apprécie que déjà qu'on lui laisse faire ces 2 saisons, parce que je suis pas certain qu'en termes de chiffres, la saison 1 de Star Wars Andor ait mobilisé les foules comme elle aurait dû le faire. Mais c'est aussi peut-être le fruit des 3 premiers épisodes qui sont pas forcément très très rythmés. Mais une fois qu'on a ça, et d'ailleurs Tony Gilroy l'a expliqué, je sais plus quand, mais disait que justement, si ça marche si bien sur la fin de saison, c'est aussi parce qu'ils ont pris le temps dans le début. Oui, voilà. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait de miser sur le bon cheval ou pas. Déjà, je pense que le fait que Star Wars Andor ait décalé sa sortie 3 semaines avant, parce qu'à la base il devait sortir au mois d'août, hein, en même temps que House et Rings of Power. Donc ils l'ont décalé fin septembre, mais du coup la série est un petit peu sortie dans l'indifférence générale, et je vais pas te cacher que moi à chaque fois que je parle de Star Wars Andor, les gens me disent flemme, tu vois. Pareil. Et pourtant c'est une des propositions les plus originales qu'on ait vues de Star Wars depuis des années. Alors il y a le sauf qu'une fois que la personne a regardé, il y a une rétention, je trouve, du viewer, qui est assez incroyable, parce que d'habitude les gens consomment comme ça, mais en fait quand tu parles d'Andor et que la personne a vraiment regardé Andor, qu'elle n'a pas juste entendu parler de la série, en général elle est accro. Vraiment 90% des gens à qui j'ai conseillé la série et qui ont vraiment regardé sont restés à regarder la suite. C'est une série qui mérite qu'on s'y intéresse, vraiment. Et en plus, dans le paysage du streaming habituel, où on se dit ouais mais ça va durer 8 saisons, comment je vais faire pour tout suivre, machin, là on sait qu'il y a 2 saisons de 12 épisodes chacune. L'investissement est pas très très impressionnant, et en plus il n'y a même pas besoin d'avoir trop regardé Star Wars pour y être attaché, parce qu'au final vous avez vu l'épisode 3, vous avez vu l'épisode 4, il n'y a même pas besoin d'avoir vu Rogue One avant de regarder Andor. Let's go en fait. Et je trouve que même c'est une série qui arrive à se faire sa propre mythologie,
même si comme tu dis, même si on n'a pas vu Rogue One, c'est pas grave. C'est ça qui est assez fou, quoi. Parce qu'évidemment, c'est même pas le héros de Rogue One, c'est l'un des personnages de Rogue One. Mais en fait, il y a sa propre mythologie et tu pourrais très bien plaquer, et on en a parlé nous en antenne, hein, ce schéma de collaboration, etc., Ouais. avec l'Empire, la création d'une alliance rebelle, etc. En fait, on peut le mettre dans l'espace, on peut le mettre sous l'eau, je dis n'importe quoi, on peut le mettre partout. Et en fait, Star Wars a trouvé le bon créneau. Ouais. Enfin, Andor a trouvé le bon créneau avec Star Wars. Et je trouve que c'est génial. Et ça crée sa propre mythologie. Je trouve qu'il y a vraiment un truc, Ouais. ça patte. Et vraiment, moi, je ne pense même limite pas à la suite, à la connexion possible. Oui, on se dit, évidemment, c'est connecté à Rogue One. Oui. Mais à part ça, c'est pas bien. Ce qui est très cool, c'est comme vous le voyez, là, on est en train complètement de spoiler notre épisode 7 de Ouais, on Pop va Tier. arrêter alors. On va s'arrêter, mais ça montre quand même que quand on parle de cette série, on a des choses à en dire, et parfois on peut pas s'arrêter. Donc vrai. c'est quand même une bonne nouvelle. Donc on va terminer nos grosses news de la semaine, et la dernière qu'on a sélectionnée, c'est Chris Hemsworth, ça y est. J'en parle dans le chat, on n'arrête pas de me dire parle de Chris Hemsworth, vite, vite. Et ben ça y Je est. crois qu'on a plus le temps, c'est ça? Ah C'est fini, mince, là, bon, bah, merci désolé, d'avoir regardé Pop News épisode 2. Mon problème de micro est de retour. Voilà, je suis désolé. Alors, pas mal de choses à dire autour de Chris Hemsworth, et on va préciser tout de suite du pourquoi on parle de ça. Chris Hemsworth est à l'affiche d'une série documentaire sur Disney+, qui est sortie au mois de novembre, qui s'appelle Sans limite en français, Limitless en anglais, et qui revient un petit peu sur le pouvoir du corps humain et sur sa capacité d'endurance. Et il y a tout un épisode que personnellement moi j'ai pas vu, mais dont j'ai vu un récap qui traite de la mort. Et dans cet épisode, Chris Hemsworth apprend qu'il est double porteur d'un gène qui est très favorable au développement de la maladie d'Alzheimer. Ouais. C'est lui qui l'a annoncé C'est ça. après la diffusion de l'épisode. Exact. Et ça a eu des conséquences parce qu'en fait, tout de suite, il s'est dit bon, j'ai appris ça, ce qui est quand même déjà très compliqué comme nouvelle, je pense, à digérer. Surtout devant une caméra. Devant une caméra, évidemment. Et en fait, il a annoncé ça à Vanity Fair dans une interview en disant que cet épisode il avait fait face en fait à sa propre mortalité, et ça l'a fait réfléchir. Et il s'est dit, évidemment, comme n'importe quelle personne dans cette situation, j'ai pas envie de m'en aller, j'ai envie de profiter, etc. Et en fait, ça a déclenché quelque chose en lui, le fait de vouloir prendre du temps. Et à ce moment-là, il s'est dit, j'ai envie de profiter de ma famille, j'ai envie de profiter de mes amis, de la vie en général, et donc je vais mettre ma carrière hollywoodienne en pause pendant quelques temps. Et c'est la grosse news en fait de la soirée, enfin voilà, et qu'on voulait mettre en avant parce que Chris Hemsworth a pris cette décision qui va sûrement changer beaucoup de choses voilà, dans les années à venir pour lui, quoi. Bien sûr. Et alors, quelque part, on peut dire, les mauvaises langues diront, oui, il peut faire ça parce qu'il est riche à millions. On est d'accord. Bien sûr. Après, ça reste quand même un choix courageux pour un homme qui est connu aussi pour sa plastique et pour être dans la force de l'âge et pour jouer des grandes carrures et se dire, je mets peut-être ma carrière entre parenthèses au pire moment de ma carrière, l'air de rien. Donc ça, c'est quelque part, voilà, c'est courageux ce qui fait Chris Hemsworth. Et il y a cette notion quelque part de se dire, tout ce que je fais là, c'est très bien, mais bon, ce serait bien quand même de profiter de ma vie quand je peux encore en profiter. Alors il est très jeune, il a la chance de pouvoir faire ça. Mais donc du coup, ça a des implications bien sûr sur ses projets actuels, puisqu'il y a un certain nombre de projets dont il termine la promotion, il a déjà terminé le tournage de pas mal de Furiosa, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, visiblement, là tout de suite, il n'a pas d'autres projets. Et il a réglé, c'est ce qu'il dit, il a un peu réglé tout ce qu'il avait à régler, et maintenant il peut profiter de la vie, quoi. Combien de temps, on ne sait pas. Je m'excuse. Combien de temps on ne sait pas. Mais en tout cas, ça met un petit coup d'arrêt. Et ce qui amène aussi à notre deuxième news sur Chris Hemsworth, sur Thor, bien sûr, sur le personnage de Thor et sur la franchise Thor, qui a pris un petit coup dans l'aile quand même avec Thor 4, qui personnellement j'ai trouvé indigent.
Voilà, très, très, très moyen pour être gentil. Et lui, je pense, n'est pas idiot, il sait bien, il mène une carrière aussi, hein, il mène pas une carrière pour le MCU, il mène une carrière pour lui-même et il est pas idiot et il sait bien que Thor n'a pas bien fonctionné et que, il faut peut-être changer les choses. Mmh. Et donc là, Chris Hemsworth, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, hein, sur sa santé, pense peut-être mettre aussi un terme au personnage de Thor et estime qu'il est peut-être temps d'apporter une touche finale, en fait, un épisode final à sa version de Thor. Voilà. À voir comment ça se met en place, mais en tout cas, c'est ce qu'il explique dans toujours la même interview pour Vanity Fair. Il a adoré voilà, le fait que Thor existe et c'est ce qui lui a donné sa carrière, évidemment. Mais à chaque fois, voilà, il est conscient qu'il faut remettre le titre en jeu. Et il est peut-être temps pour l'épisode 5 d'apporter ça. Quoi. Oui, parce qu'il faut savoir que Thor, c'est une licence qui a pas mal changé. Alors, il dit que à chaque épisode, il a changé les choses. C'est pas vrai. Il y a une scission entre les épisodes 1 et 2 et les épisodes 3 et 4. Oui. Puisque les épisodes 1 et 2, alors, le premier, c'est Kenneth Branagh, très shakespearien dans l'idée. C'est du Kenneth Branagh. Hein. Ensuite, Alan Taylor, rien à dire, c'est probablement un des pires films du MCU jamais produit. Alan Taylor, d'ailleurs, qui devient showrunner de House of the Dragon, pour info. Pour rappel. Épisode 3, Taika Waititi arrive et met en place une sorte de James Gunnisation de Thor. Ouais. C'est très... faut dire que James Gunn et Taika Waititi ont un style très similaire. Et pour le coup, avec Ragnarok, ça marche très très bien. Ragnarok, très bien. Mais Love and Thunder, donc Thor 4 qui est sorti au mois de juillet dernier, s'essouffle très très vite. Alors moi, j'ai pas passé un mauvais moment, mais il faut dire ce qui est, c'est vrai que c'est trop peu, je pense. C'est bâclé, c'est trop rapide, l'humour fait plus... Enfin, je trouve que les blagues fonctionnent beaucoup moins bien que dans Ragnarok. Il n'y a plus l'effet de surprise de Ragnarok. Parce que, comme tu l'as dit, on est passé d'un truc shakespearien, un truc nul, à Ragnarok. Forcément, la diff, elle est sympa, tu vois. Ça aide. Donc ouais, plus compliqué. Mais Hemsworth le dit en interview, il dit justement, vous avez cette naissance d'un héros, donc ce qu'on a eu avec le shakespearien, le voyage d'un héros, ce qu'on a eu, je pense, avec Ragnarok, le fait qu'il revienne un petit peu sur... Dans Ragnarok, il y a sa sœur, on voit beaucoup Loki, etc. Il y a tout ce voyage du héros. Puis la mort d'un héros. Et il se dit, est-ce que je suis à ce stade-là ? Peut-être. Donc voilà, peut-être que lui, en fait, il a envie de son Logan, en fait, avec Thor, quoi. Oui, c'est ça. Et je pense que, puisqu'à la fin de Thor 4, à la fin du générique, on a le fameux Thor Will Return. Exactement. Comme d'habitude. Ce qui peut nous laisser entrevoir la possibilité que Chris Hemsworth revienne dans un Avengers ou dans un Thor 5. Moi, j'avais plutôt compris ça comme un Avengers, en vérité. Mais s'il y a véritablement la possibilité de faire un Thor 5, espérons qu'ils aient l'intelligence de lui donner des adieux dignes de ce héros. Puisque l'air de rien, Thor est un petit peu parti du casting, on va dire, bêtière du MCU et a vraiment pris le devant, en fait, le premier plan dans tout ça, grâce à Avengers, bien sûr. Et quelque part, c'est le seul super-héros Marvel à avoir eu 4 films. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et ce serait le seul, probablement, à en avoir un 5e, s'ils en font un. Si Spider-Man n'arrive pas derrière avec un petit... C'est pas faux. C'est pas faux. Mais oui, c'est vrai. Et c'est même étonnant que Thor, comme tu dis, c'est bêtire, quoi. C'est étonnant qu'un perso comme ça ait eu le droit à autant d'itérations, quoi. Bon, le premier, voilà, comme d'hab, il fallait introduire le perso. Le deuxième, là, c'était un raté. Et le troisième, je pense que c'est là où c'était intéressant parce qu'ils se sont dit, hop, ça a très bien marché, une nouvelle formule, boum, à la James Gunn. Et en fait, ils ont embrayé sur un 4e qui était trop rapide. Il fallait peut-être changer un peu à la James Bond. En fait, peut-être qu'il faut changer de réal à chaque héros, quoi. Enfin à chaque nouvel épisode de encore une fois c'est autre chose, mais ouais. Et il y a un truc intéressant aussi que dit Hemsworth, et je suis complètement d'accord avec ça. Il parle du style évidemment de Thor qui a bougé, donc on en a parlé, la naissance d'un héros, etc., plein de choses. Il se dit Thor 1 et 2 c'est les mêmes, le personnage reste le même dans Thor 1 et 2. Ragnarok et Love and Thunder,
il est le même aussi. C'est un énorme débile. Il le dit Oui. en sous-texte, hein, mais c'est un débile. Ah oui. Bon, voilà. Dans Infinity War et Endgame, il est un peu différent. Il est entre les deux, on sait pas trop. C'est un super-héros et en même temps, il est pas débile. Et il se dit, je pense qu'il a un peu perdu sa tête dans le dernier quand même. Il a un peu perdu la tête et il est temps qu'il s'en rende compte, que Thor, le personnage, se rende compte qu'il est allé trop loin et qu'il est un peu flingué du crâne, quoi. Donc c'est intéressant que lui-même aussi, Hemsworth, soit Je pense qu'il est soit conscient. Chris Hemsworth, c'est loin d'être le bellâtre stupide que certains pourraient nous faire croire, hein. ah oui, très conscient. Il a prouvé qu'il était bien plus intelligent dans son jeu et dans sa capacité de travailler des personnages que juste le mec qui fait du bodybuilding. Oui. Donc c'est... Voilà, je pense qu'il est très conscient et il sait ce que Thor lui a apporté. Mhm. Et il aimerait bien, j'imagine, s'il y a un 5e épisode, que sa saga se ferme sous les meilleurs auspices, quoi. C'est logique. Ouais. Mais il est très conscient. Comme tu dis, je pense qu'il construit une carrière qui est pas dégueu du tout. Il sait ce qu'il fait. C'est pas qu'un actionneur, c'est pas qu'un mec. Voilà. Non, il est drôle aussi. C'est un mec qui, justement, a voulu aller dans cette direction-là. Parce que alors, le film est extrêmement décrié, mais dans Ghostbusters, sorti en 2016, le cast féminin fait face justement à Chris Hemsworth, qui est hilarant. Je le trouve extrêmement drôle. Et c'est un mec qui est très bon dans le drame, dans la comédie. Ouais, je pense qu'il il a voulu tenter ça avec Ragnarok et Love and Thunder. Il est peut-être allé trop loin. Et je trouve que Taika Waititi et lui, faut peut-être les calmer de temps en temps. Et voilà, c'est peut-être ça. Ouais. Voilà pour les grosses news de cette semaine. Vous avez vu, il y avait pas mal de choses à dire, l'air de rien. On va continuer avec le segment de la quinzaine, c'est les sorties de la quinzaine. Ouais. Et vous savez, moi j'aime bien faire les sorties de la quinzaine aussi bien au cinéma qu'en streaming, puisque bon, c'est les deux grosses habitudes de sortie de la pop culture. Et donc cette semaine, je vais couper juste la jolie tête de Chris Hemsworth. On va... Alors, je vais juste vous rappeler qu'il y a 2 semaines, je vous avais parlé des sorties du 30 novembre dans l'épisode 1. Sur les sorties cinéma du 30 novembre, on a Fumer fait tousser de Quentin Dupieux et Violent Night, qui est un actionneur dans la mouvance de Noël avec David Harbour, qui est Hop de Stranger Things. Donc ça, on en a parlé déjà il y a 2 semaines. Et même chose, en sortie streaming, on avait déjà parlé de la sortie de Willow, l'épisode 1 qui sort le 30 novembre. Mais sur les nouveautés, on parle donc dans cette quinzaine du Chapeauté 2, dont vous parlez tout à l'heure autour d'Antonio Banderas. Ça sort le 7 décembre dans les salles, et c'est un film d'animation qui a l'air très joli d'ailleurs, et très très beau. qui s'intéresse à une nouvelle aventure du Chapeauté, qui est très intéressante. Moi, j'ai pas vu le premier, mais ce deuxième me donne très envie de regarder le premier, et donc le deuxième. Alors le premier est dispensable, mais j'ai l'impression que le deuxième part sur une toute autre direction et je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Donc le concept du Chapeauté 2, c'est le Chapeauté a perdu 8 de ses 9 vies, et son concept à lui maintenant, dans son aventure, c'est de trouver un artefact pour réunir ces 8 vies perdues, et donc ça va donner une aventure qui semble assez rocambolesque, et j'ai très très hâte de découvrir ça. C'est en salle le 7 décembre, et ça va probablement être le film d'animation de cette fin d'année, j'ai l'impression. Oui, je pense aussi, ouais. Sur les sorties streaming, on a pas mal de sorties du côté de Netflix, comme souvent. On a Troll, TRO2L, qui sort le 1er décembre. C'est un film norvégien du réalisateur norvégien Roar Uthaug. Je ne sais pas comment ça se dit en norvégien, désolé. Mais c'est un réalisateur qui a notamment signé un film catastrophe norvégien qui s'appelait The Wave et qui a signé en 2018 de mémoire le Tomb Raider avec Alicia Vikander. Et là, il retourne... oui, c'était compliqué. Moi, j'ai pas vu The Wave. J'avais pas passé. J'ai vu Tomb Raider, par contre. J'ai pas passé un très mauvais moment sur Tomb Raider. C'était pas assez pour moi à mon goût, mais bon. Bref. Tout ça pour dire que Troll, c'est un petit peu le King Kong norvégien, puisque ce qui se passe, c'est qu'il y a une explosion dans une espèce de mine qui réveille un troll qui est gigantesque. Hein. Imaginez une espèce de King Kong, et l'idée, c'est qu'on va dépêcher une paléontologue pour essayer de tenter de faire en sorte qu'il détruise pas tout sur son passage. Donc vraiment, c'est King Kong
En Norvège, c'est tout à fait ça. Et si vous regardez la bande-annonce, c'est exactement l'idée. Je suis assez curieux. Ouais, pourquoi pas. Je Pourquoi regarderai pas. bien. Moi, ça me. Ouais. On va parler d'une sortie. Il y a pas mal de sorties le 9 décembre ensuite. En streaming, c'est Pinocchio. Pinocchio Pinocchio, ouais. de Guillermo del Toro, dont on vous a parlé déjà dans Pop Tier, hein, puisqu'on a traité du Cabinet de Curiosité. Sa série d'anthologie d'horreur, un petit peu de frisson. Ça sort le 9 décembre sur Netflix. C'est un film d'animation également, avec des voix 5 étoiles. Hein. On a Ewan McGregor, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Christoph Waltz, Tilda Swinton et Finn Wolfhard, qui est Incroyable casting. de Stranger Things également. Ouais. C'est Mike dans Stranger Things. Donc, très curieux. Gros casting vocal. Très, très curieux. Énorme. Toujours sur Netflix, c'est une série d'animation, c'est Dragon Age Absolution. Il y a 2 semaines, on en parlait vite fait. Ça sort le 9 décembre sur Netflix. C'est un animé de fantasy qui est adapté de la licence de jeux vidéo Dragon Age. Et alors, ce que nous dit le synopsis sur Netflix, que je suis allé chercher tout à l'heure, sur fond de lutte de pouvoir, un groupe de mages rebelles et de voleurs affronte une force sinistre possédant un dangereux artefact. Voilà, une fois que t'as lu ça, t'as tout dit, mais tu n'y comprends toujours rien. Mais voilà, Dragon Age Absolution, c'est une nouvelle adaptation en animé chez Netflix de jeux vidéo, en espérant que ça soit plutôt du côté du haut du panier que du fond du panier. Et enfin, toujours de l'animation, comme quoi il y a beaucoup d'animation quand même hein, sur cette fin d'année, sur les, aussi bien au cinéma que sur les plateformes de streaming. C'est sur Disney+, cette fois. Ça sort le 9 décembre, c'est La Nuit au musée. Bienvenue à Kamunra. C'est un long métrage animé où l'on suit le fils de Larry Daly, qui a été joué par Ben Stiller dans les films La Nuit au musée. Et il est le gardien de nuit du Muséum d'histoire naturelle de New York, comme son père à l'époque, et au moment où il commence un petit peu à apprendre les rouages de métier, il y a un roi égyptien qui s'appelle Kamunra qui va se réveiller et s'échapper du Muséum d'histoire naturelle et tenter de réveiller son armée des morts. Voilà, donc ça c'est de l'animation. Je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Ça sort le 9 décembre, tout ça. C'est étonnant d'en faire de l'animation. Ça aurait pu faire une petite série live, un petit film live Disney+, mais c'est bien, c'est malin. Voilà. Mais c'est honnêtement la seule sortie d'intérêt que j'ai vue dans la quinzaine sur Disney+. Et je ne vous parle même pas de ce qui part sur Amazon Prime Video, puisque à l'heure actuelle, j'ai cherché ce matin, Prime Video n'a pas encore transmis son catalogue pour le mois de décembre. Donc, c'est fou. Bah, tu sais, depuis qu'il n'y a plus les Anneaux de pouvoir, il n'y a plus grand-chose hein, dans le catalogue d'Amazon Prime Video. C'est triste, mais sur Prime Video, c'est souvent des annonces de flux, enfin c'est du catalogue en fait qui se remplit. C'est souvent très bien d'ailleurs, hein, le catalogue de Prime Video est souvent pas mal. De mieux en mieux d'ailleurs, je trouve. Bon, le problème c'est toujours l'ergonomie de la plateforme, mais ça on en parlera. Aussi de mieux en mieux, ils travaillent un peu dessus. Je suis d'accord avec ça. Bon, ils n'ont pas beaucoup d'argent, tu sais. Hein. Oui, non, mais il leur faudrait quelques subventions, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas... C'est une start-up. C'est une start-up qui commence. Ok, on va terminer cette émission qui touche déjà à sa fin avec nos recos. Oui. Alors, on va pas se mentir que avant l'émission, on s'est dit qu'est-ce qu'on va mettre comme recos. Et en fait, on s'est dit soit on fait des recos, soit on fait aussi des choses qu'on est en train de faire, qu'on est en train de lire, qu'on est en train de regarder, qui peuvent éventuellement vous intéresser et qui sont pas forcément du domaine de la recommandation. Tout à fait. Mais alors, on va quand même parler d'une reco qui peut là tomber et qui vient de sortir. On a vu ce matin, perso. On a vu, exactement. Moi, je l'ai vu hier. Les Gardiens de la Galaxie Joyeuse Fête, donc qui est le Christmas Special. Ouais. Avec mon rhume, mon Dieu. Qui, en fait, permet de retrouver les héros des Gardiens de la Galaxie dans un court-métrage de 30 minutes quand même, je crois. À peu près. Un moyen-métrage, en fait, finalement. Ouais. C'est 40, ça dure 40 minutes. Oui, c'est ça, c'est pas du tout un court-métrage, qu'est-ce que je raconte c'est un moyen-métrage de 40 minutes qui permet de retrouver Star-Lord, donc joué par Chris Pratt, qui en fait est un peu triste à Noël sur la planète Nowhere avec ses amis, donc Mantis, Drax et Rocket. Et Mantis et Drax décident de nulle part d'aller chercher le plus beau cadeau de Noël pour Star-Lord, à savoir Kevin Bacon, l'acteur, le vrai. Le légendaire.
légendaire Kevin Bacon qui a sauvé toute une ville en dansant. Et donc il décide. Donc voilà, le point de départ, vous voyez que c'est con, mais c'est drôle. Et alors au-delà de la vanne en fait, un peu, voilà, on sent qu'ils se sont fait plaisir avec ça. Donc ça permet de suivre les aventures de Drax et Mantis en fait sur la Terre. Donc ça c'est plutôt cool, c'est rigolo de voir ces personnages-là à Los Angeles, etc. Et au-delà de ça, c'est rigolo aussi parce que ça nous en apprend un peu sur les Gardiens de la Galaxie 3. Il y a des personnages qui vont apparaître dans les Gardiens de la Galaxie 3 qui sont déjà présents et qui sont même pas présentés en fait au public, mais qui sont visibles dans ce spécial Noël, quoi. Donc c'est un peu étonnant, ça peut donner quelques indices, et je pense qu'il y a des easter eggs qu'on n'a pas encore trouvés, mais ça donne un avant-goût de ce que sera aussi les Gardiens de la Galaxie 3, et pourquoi pas, quoi. Ouais. Mais c'est rigolo à regarder, ça prend pas de temps. Tu sais que moi, en fait, c'est pas tant le film, le téléfilm qui m'a marqué, c'est plus à chaque fois je me disais, mais attends, ils ont vraiment tourné ça. Je me suis dit, mais en fait, ils ont tourné ça sur le plateau de tournage des Gardiens de la Galaxie 3, c'est pas possible. Oui. Parce qu'il y a une vraie. Je trouve que la patte artistique et les effets visuels qui sont déchaînés sur ce special sont très impressionnants pour la nature du projet. C'est vrai. J'ai trouvé que, franchement, ça envoie. Hein. Oui, ça envoie, mais tu sens qu'en fait, c'est entre deux scènes du vrai film. C'est vraiment ça. Ouais. Ils ont tourné ça. Ça m'étonnerait pas que le plateau central qu'on voit, parce que c'est un film de studio, mais c'est un truc de studio, on voit qu'il va être réutilisé dans le... Ouais, c'est sûr et certain. Après, c'est un hommage aussi au Christmas Special de Holiday Special de Star Wars. À l'époque, c'est un peu aussi l'hommage déguisé. C'est un film dans l'espace, etc. Donc il y a tout ça. Et je trouve que Pomme Clémentieff se révèle énormément dans ce film-là, et je la trouve très très douée, très cool, très drôle. Elle était sous-exploitée dans le 2 en tant que Mantis, et là elle est vachement bien, elle est très cool. J'espère que dans le 3 elle sera vachement on n'aura jamais vu autant Mantis dans les Gardiens de la Galaxie que dans ce Christmas Special, donc c'est cool. Le duo Drax-Mantis fonctionne. De toute façon, Drax il me fait toujours mourir de rire. Les deux sont très opposés, ça marche très bien. Et en même temps, ça marche bien aussi, je sais pas, c'est rigolo. Non, donc, franchement, voilà, après, tu vois que c'est vraiment un truc qui a été écrit super vite et que c'était histoire de produire quelque chose et machin. Mais en vrai, pour ce que c'est, ça n'a pas vraiment la prétention d'être grand-chose. Autre chose que... C'est juste un délire entre potes, et franchement, moi, je me suis plutôt laissé prendre au jeu, quoi. Il y a des vannes sur Terre qui sont drôles, Il y a des trucs très bien. Ouais, complètement. Bon, ça, c'était notre reco. Et je crois qu'on a une anti-reco. Ouais, alors c'est difficile, mais en fait, je voulais en parler parce que il y a peut-être des gens qui l'ont pas encore acheté. Donc, je voulais vous mettre en garde sur l'achat de Pokémon Écarlate ou Violet, qui sont sortis tous les deux le 18 novembre dernier. Et c'est compliqué. Techniquement, c'est très très compliqué. C'est sorti sur Nintendo Switch. C'est certes le jeu Pokémon qui avance le plus sur une nouvelle formule du Pokémon. Il faut savoir que j'ai joué à quasi tous les jeux canoniques de la saga Pokémon, donc je connais un peu, et c'est le jeu qui propose le plus. Le problème, c'est que le studio est totalement dépassé sur ses capacités techniques, aussi bien sur ce qu'il est capable de faire sur la console, mais aussi ce qu'il est capable de faire sur son temps de développement, et on voit que le jeu est pas vraiment tout à fait sorti du four. Et donc déjà, visuellement, c'est très très dur à regarder. Ça, voilà, c'est vrai. Tout le monde le voit, hein, toi qui n'y as pas joué, même tu le vois. Mais c'est pas que ça le problème, c'est que souvent ça lag, ça rame de fou. Et je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont en train de demander leur remboursement. Donc je voulais aussi... c'est à ce point-là. Ouais. Okay. Mais je voulais aussi vous en parler, parce que moi, je passe quand même du bon temps dessus, mais je sais qu'il y a des gens qui s'attendent à un truc du niveau de Breath of the Wild, et c'est pas ça du tout. Du tout. C'est-à-dire qu'il y a les envies d'aller plus loin, d'avoir un jeu Pokémon dans une structure ouverte, et c'est ça, Pokémon Écarlate et Violet. Le problème, c'est que ça ne suit pas
ça ne suit pas côté technique. Donc il y a des ralentissements à l'écran qui sont débiles. Il y a des personnages qui sont juste à côté de toi qui sont animés en 2-3 frames. Donc c'est vraiment hyper saccadé. Et c'est bâclé, quoi. C'est bâclé. En fait, je sais pas si c'est bâclé ou si c'est juste ce qu'ils ont pu faire de mieux par rapport à leur capacité et au temps de développement qu'on leur a proposé. Et donc tu recommandes pas, quoi. Bah, voilà. Moi, personnellement, ça fait longtemps que j'attends ce jeu-là, mais je ne peux pas dire que c'est un excellent jeu à cause de tout ça. Mais il y a tellement d'idées super sympas qui me font aussi kiffer le jeu, mais je peux pas vous dire d'acheter le jeu. Ça peut pas être une reco. Impossible. Donc c'est bien une anti-reco. Voilà, il y a ce côté, j'aime bien jouer à ce jeu, mais il y a aussi ce côté, putain, ce jeu me saoule, il aurait pu être tellement mieux. Je comprends, je vois complètement ce que tu veux dire. Mais je pense que c'est bien de prévenir aussi les gens que c'est de l'argent peut-être mal investi. Ou peut-être attendre qu'ils sortent. À moins cher. En tout cas, qu'ils soient d'occasion. Moins cher. Moins cher. En espérant, moi je croise vraiment les doigts que Game Freak, du coup le développeur du jeu, sorte des patchs et réussisse à peu près stabiliser son truc. Parce que moi j'ai pas été trop sujet aux glitch que j'ai vu sur internet. Donc des gros bugs où t'as des personnages qui doublent de volume, qui passent au travers de la map, des choses comme ça. Moi j'en ai pas vu encore, j'en ai pas souffert. Moi je trouve que c'est honteux, hein, quand même, ce genre de bug. J'en ai vu. Et me dit, mais c'est la première fois qu'un jeu Pokémon sort dans cet état-là. C'est bizarre, quand même. Donc, faites attention. Si vous voulez vous lancer là-dedans, le payez peut-être pas au prix fort. Voilà. Ou le tester ailleurs si vous pouvez un petit peu. Ouais, voilà, regardez-le. Un pote qui l'a ou une pote, peut-être essayer. Il y en a plein qui les jouent sur Twitch, donc regardez. Oui, c'est ça, se faire un avis sur Twitch. Et voilà. Mais c'est vrai que en l'état actuel des choses, je peux pas vous recommander le jeu. C'est bien. Voilà. Bonne anti-reco. On va terminer cet épisode 2 de Pop News. C'est très agréable évidemment de partager ça avec vous en direct, mais aussi dans le flux de podcast Pop Tier. On vous rappelle évidemment que toutes les semaines désormais vous avez un joli podcast de notre part sur vos applications préférées de podcast. Ça s'appelle Pop Tier. Une fois toutes les 2 semaines, vous avez Pop Tier qui est une émission de critique sur les actualités pop culture. Donc souvent ça va être des choses qu'on regarde ou qu'on joue dans les 2 dernières semaines, et une fois toutes les 2 semaines désormais vous avez Pop News qui est votre émission de récapitulatif des news sur la pop culture que vous êtes très modestement en train d'écouter la fin de cette émission. Voilà, merci à tous d'avoir été là dans le chat, mais aussi dans les applications de podcast, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de mercredi, la série, et aussi Andorre. Donc 2 séries. Et on sera peut-être accompagné d'ailleurs. Et il y aura peut-être un guest. Voilà, il y aura peut-être un guest avec nous. Mais on a très hâte, On aurait voulu parler d'Andorre, ça s'est senti, je crois, là, ce soir. Mais on va se garder pour Pop Tier l'épisode de la semaine prochaine. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Vous avez été super actifs en plus dans le chat. Donc c'était très bien. Et n'hésitez pas à revenir dans 2 semaines, le petit cœur, comme ça vous ne le voyez pas à l'audio, mais nous on est là. Et encore merci, et on vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous. Salut. La terre est fermée pour la journée. Ramassez vos affaires et rentrez tout de suite à la maison.